Bonjour Olivier Bokertov, on va commencer par cet officier réserviste de Tsahal qui a été grièvement blessé cette nuit dans le nord de la bande de Gaza. Mais c'est une annonce de l'armée israélienne avec cet incident qui s'est produit lors d'une opération menée près de la ligne jaune dans la bande de Gaza. Donc, les terroristes ont ouvert le feu sur une unité israélienne engagée sur le terrain. L'officier touché a été rapidement évacué vers un hôpital. Son état est jugé grave. En riposte, des chars de Tsahal ont frappé des positions ennemies. Et des frappes aériennes ont également été menées dans le secteur. L'armée dénonce une nouvelle violation du cessez-le-feu par le Hamas. Et à quelques jours de l'ouverture annoncée de négociations entre Washington et Téhéran, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a longuement reçu l'émissaire américain Steve Witkoff. Oui, les responsables sécuritaires israéliens ont présenté des renseignements actualisés sur le programme nucléaire et les missiles balistiques iraniens. Benjamin Netanyahou a rappelé ses lignes rouges: zéro enrichissement d'uranium, retrait des stocks existants, arrêt du programme balistique et fin du soutien iranien à ses alliés régionaux. Le président Donald Trump affirme vouloir tenter la voie diplomatique, mais des sources israéliennes estiment que l'option militaire américaine reste plus probable qu'auparavant. L'armée israélienne franchit une étape importante sur la question de l'intégration des orthodoxes. En effet, Tsahal a adopté un nouveau règlement présenté comme historique visant à faciliter l'enrôlement des jeunes issus du milieu religieux. Pour la première fois, ces dispositions sont donc inscrites noir sur blanc dans les règles de l'état-major. Elles prévoient des cadres de service adaptés permettant le respect du mode de vie orthodoxe sans remettre en cause les exigences opérationnelles. À l'armée, on parle d'un pas significatif vers une participation plus large de toutes les composantes de la société à l'effort de défense d'Israël. Et puis la violence, Olivier, continue de faire des ravages dans les communautés arabes en Israël. Oui, avec 3 jeunes originaires de Tiran dans le centre du pays qui ont été tués hier soir par balle alors qu'ils se trouvaient dans leur voiture près de la région du Sharon. Selon la police, il s'agit d'un règlement de compte entre clans criminels. Depuis le début de l'année, plus de 30 personnes ont été déjà tuées dans des affaires de violence interne, une situation qui suscite colère et inquiétude alors que les appels à une action plus ferme de l'État se multiplient au sein de la population arabe. Diplomatie à présent, le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi, a annoncé une visite prochaine en Israël. Tout à fait, Ilana, une visite qui s'inscrit dans la dynamique de rapprochement entre Jérusalem et cette région de l'Afrique, non reconnue par la communauté internationale, mais stable sur le plan sécuritaire. Les discussions devraient porter sur la coopération économique, sécuritaire et diplomatique, une initiative qui pourrait marquer une nouvelle étape dans la stratégie africaine. Je rappelle que Jérusalem a reconnu officiellement le Somaliland fin décembre 2025. Et puis ce matin, on reparle de cette affaire, l'affaire de Sdeteyman, avec un nouveau rebondissement judiciaire. Oui, c'est avec l'enquête de la police israélienne sur la fuite d'une vidéo tournée au centre de détention de Sdeteyman est désormais bien avancée, et une affaire sensible qui implique l'ancienne procureure militaire en chef. Et pourtant, à ce stade, le dossier n'a pas été transmis à la procureure générale, Galia Baharav Miara, contrairement à la procédure habituelle. La police précise qu'aucun soupçon ne pèse sur la procureure générale elle-même, et les services juridiques ont établi qu'elle n'était pas impliquée dans la fuite de cette vidéo. Mais face à la sensibilité du dossier et ses implications institutionnelles, le commissaire de police estime qu'un examen par une instance externe et indépendante est nécessaire. En l'attente d'une décision du ministère de la Justice, ce dossier devrait être confié à cet organisme qui tranchera sur la suite à donner à l'enquête. Une affaire embarrassante secoue les services de sécurité en Israël. Oui, avec le frère du chef du Shin Bet qui est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de contrebande vers la bande de Gaza. Selon l'enquête, il aurait participé à l'acheminement illégal de marchandises interdites comme des cigarettes en profitant des failles dans les dispositifs de contrôle. La justice a prolongé sa détention et une inculpation est attendue. Les autorités précisent que le chef du Shin Bet, David Zini, n'est pas impliqué et que l'enquête est menée de manière totalement indépendante. Et puis enfin, Olivier, on va terminer avec la grève des éleveurs laitiers en Israël qui a été suspendue après une intervention directe du gouvernement.
Tout à fait, puisque face à la montée des tensions dans le secteur, les autorités ont promis des mesures de soutien à l'ouverture de négociations plus larges avec les représentants agriculteurs. Les manifestants avaient bloqué des axes routiers et perturbé l'approvisionnement en produits laitiers, dénonçant la pression des coûts et des prix bas qui mettent en péril leur activité. Suspension obtenue après des discussions avec le ministère de l'Agriculture, qui est présenté comme un premier pas vers un apaisement durable. Et nous allons parler à présent de ce qui se passe dans la bande de Gaza après le retour du dernier otage israélien et surtout du comité civil qui a été créé, qui est censé gérer l'enclave palestinienne. Et pour en parler, nous sommes avec Arnaud Lacheret. Arnaud, bonjour. Merci d'être avec nous. Eh bien, bonjour. On va sans doute parler de ce comité civil, mais pour l'instant, on va surtout parler de son existence officieuse, son Voilà. existence officielle. En tout cas, sur le papier, il existe. Après, je pense pas qu'on ait vu grand-chose pour l'instant. On va faire le tour de la question dans un instant. Juste préciser que vous êtes analyste politique, vous êtes spécialiste du Proche-Orient et que donc à cet égard vous allez pouvoir nous éclairer sur ce comité donc qui a été créé. Alors d'abord, avant de parler de rentrer dans ce comité, on va parler du Hamas rapidement. Militairement, le Hamas a été affaibli, mais est-ce qu'il est politiquement, est-il vraiment hors jeu? Alors, je pense qu'il est plus affaibli politiquement qu'il ne l'est militairement, de manière assez contre-intuitive. Alors oui, il a été très affaibli militairement, évidemment, hein. Il ne lui reste plus beaucoup de capacités de roquettes, de missiles, etc., etc. De même, hein, le nombre de militants, de terroristes qui ont été neutralisés est quand même important, mine de rien. Mais je pense que c'est surtout politiquement qu'il est très affaibli, c'est-à-dire que le Hamas aujourd'hui, euh, autour d'Israël, quand on regarde les différents pays d'Israël, n'est plus soutenu par grand monde. Même le Qatar, on va pas se raconter de bêtises, est beaucoup moins enclin à soutenir une administration qui serait une administration de Gaza qui serait dominée par le Hamas. C'est-à-dire qu'il ne représente maintenant plus grand-chose. Il aura fallu le 7 octobre ses conséquences, des dizaines de milliers de morts, dont en bonne partie des militants et des terroristes du Hamas, pour que globalement, en termes d'influence locale, le Hamas n'ait plus vraiment de soutien d'État quelconque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Alors, on va parler maintenant de ce comité civil, puisque c'est en rapport aussi, vous allez sans doute nous le dire, avec cet affaiblissement du Hamas. Ce comité civil qui a été créé, chargé de gérer la bande de Gaza pour le moment. De quoi s'agit-il concrètement et qui le compose? Là, pour l'instant, personne ne le compose vraiment, puisque c'est encore une lubie de Donald Trump qui voulait se présenter comme quelqu'un qui allait faire la paix, organiser la paix, etc. Euh, il a un peu forcé la main à tout le monde, et en définitive, il s'est dit de manière assez autoritaire, assez comment pas autoritaire, mais de manière assez volontariste exactement, que on allait demander aux riches pays qui étaient autour, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, d'organiser ça, de créer un comité civil, etc. Et en définitive, il se passe rien. Les Émirats Arabes Unis ont dit pas plus tard qu'hier qu'il était hors de question qu'ils participent à la gestion de la gestion civile de la bande de Gaza. On peut difficilement être plus clair. C'est un communiqué officiel. Après, je vais pas m'amuser à le commenter, mais disons qu'il y a une vraie volonté entre guillemets de Donald Trump d'imaginer un monde qui n'existe pas vraiment et qui n'existe surtout pas dans la tête des pays arabes qui sont au pourtour du Golfe arabo-persique et du Moyen-Orient. On imagine très sincèrement que l'Arabie Saoudite, les Émirats, des pays tiers, la Turquie, pourquoi pas, le Qatar, allons-y, vont se mettre ensemble à Gaza pour reconstruire et pour créer une administration temporaire. En fait, Trump a essayé, enfin les Américains ont essayé de forcer la main aux voisins de la bande de Gaza. Aucun d'entre eux n'a envie de faire grand-chose. Et jusqu'à présent, sauf erreur de ma part, il ne se passe pas grand-chose.
Ce Alors, sont donc, il existe dans les propos des Américains, ce comité hein. civil. Alors, si le Hamas est affaibli, si ce comité n'existe que sur le papier, que se passe-t-il aujourd'hui? Qui dirige en fait la bande de Gaza? Le Hamas est affaibli politiquement à l'international, mais au niveau de Gaza, il n'y a pas d'autres forces qui existent réellement. On voit bien qu'il y a il y a des espèces de factions internes, etc. Certaines sont soutenues par Israël, hein, certaines sont soutenues par d'autres, je n'en sais rien, qui essayent de se chercher les unes les autres. Mais ça s'arrête là. En fait, il y a pas de réelle administration civile. De toute façon, les seules personnes sur la bande de Gaza qui auraient eu le niveau, la technicité, etc., pour constituer un gouvernement civil palestinien d'intérêt général, disons-le, ou arabe d'intérêt général, ont déjà été éliminés depuis belle lurette par le Hamas, bien avant le 7 octobre d'ailleurs. Hmm. Enfin, on oublie un peu de qui on parlait. C'est des gens qui sont là depuis des années et des années, qui ont formaté les cerveaux et les quelques opposants qu'ils avaient, je pense qu'ils n'ont pas eu un destin très agréable. Alors, on a vu que le passage de Rafah a été rouvert, malgré, on va dire, l'opposition d'Israël. Quelle est la signification de cette réouverture et de quelle manière cela s'inscrit justement dans une volonté peut-être d'Israël d'avoir une certaine mainmise ou une certaine direction dans ce qui se passe dans la bande de Gaza? L'ouverture est pas une mauvaise chose. Alors évidemment, et je le comprends parfaitement, le fait qu'Israël s'en offusque, ça paraît complètement logique. Et voilà, il y a des vraies peurs qui arrivent, il y a des peurs que tout recommence comme avant, etc. Il fallait à un moment, au moins symboliquement, qu'on montre qu'il y a une ouverture de la bande de Gaza et qu'on sorte de cette image de territoire assiégé, de territoire isolé, de prison à ciel ouvert, etc. Enfin, vous pouvez utiliser tous les mots qui ont été utilisés ces dernières années par les opposants à Israël, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Donc ça, c'est plutôt pas une mauvaise chose. Dans quelles conditions ça va se faire? Ça, c'est une autre question. Ça dépend de ceux qui sont des deux côtés de la frontière. Et ceux qui sont des deux côtés de la frontière n'ont pas forcément tous envie, les uns, d'avoir des Palestiniens, des Gazaouis et des membres du Hamas. Pourquoi pas? Le Mhm. Hamas étant une branche des frères musulmans qui débarquent en masse sur leur territoire et qui se reconstituent là-bas, ou qui fassent de l'activisme là-bas. Et de l'autre côté, on a toute cette problématique humanitaire qui est de la même façon extrêmement compliquée. On a vu la polémique avec Médecins sans frontières, qui est complètement valide, puisque à partir du moment où une ONG travaille avec des ressources locales, qu'est-ce qui se passe? Les ressources locales à Gaza, elles sont forcément appointées par les autorités qui gèrent Gaza, et les autorités qui gèrent Gaza de manière officielle ou de manière officieuse sont toutes liées au Hamas. C'est assez Voilà. dramatique, hein. C'est la situation éternelle de Gaza. Éternelle, j'espère que ça se terminera, hein. Mais Ouais. pour l'heure, je ne vois pas comment on peut faire grand-chose. Donc il faut juste espérer que l'aide humanitaire soit suffisamment contrôlée et que on trouve, j'allais dire, des militants du Hamas modérés ou qui ont envie de passer à autre chose, qui acceptent de participer à ça. C'est un doux rêve ce que je raconte, hein, parce que ça ne porte pas, enfin, c'est juste un vague espoir. C'est la seule chose qui pourrait leur arriver. Compter sur des civils gazaouis d'un seul coup là qui se disent ça y est, on a fini, on tourne la page. Enfin, ça fait quand même très très longtemps qu'ils en étaient là, qu'ils étaient complètement isolés, enfermés, le cerveau complètement lavé et radicalisé. Qui pourrait réellement résister à ça pendant plus de 10 ans? C'est impossible. Alors, on a parlé de l'ingérence des Émirats arabes qui visiblement sont hors jeu, d'après ce que, en tout cas, leur déclaration d'hier. Est-ce qu'on peut dire la même chose de la Turquie? On avait entendu que le président turc avait des vues justement sur la bande de Gaza. Est-ce que c'est encore d'actualité? Erdogan a des vues sur tout, et pourquoi pas sur la bande de Gaza, mais de la même façon. Bon, ce serait somme toute la cote mal taillée la moins inacceptable, je pense, pour Israël, et je pense en général pour les Gazaouis. Voilà,
l'armée turque est quand même assez solide. C'est une administration. Il y a une tradition de l'État chez les Turcs, de l'organisation civile, qui n'est pas si mauvaise que ça, malgré tout ce qu'on peut en dire. Alors évidemment, oui, la Turquie est liée aux frères, enfin le régime turc, le président turc actuel est lié aux frères musulmans, de moins en moins cependant, il faut quand même un petit peu le souligner aussi. Donc ça pourrait être une idée. En revanche, je ne suis pas sûr qu'ils aient le moindre début de financement et je ne suis pas non plus certain qu'il y ait beaucoup de volontaires parmi les civils turcs ou les administrateurs turcs qui aient très envie d'aller s'enfermer dans la bande de Gaza et de reconstruire quoi que ce soit sans argent, sans financement, etc. Enfin, Erdogan ne va pas, et puis que ce soit Erdogan ou un autre d'ailleurs, hein, aucun dirigeant turc de la majorité comme de l'opposition a envie de mettre des millions et des millions pour faire tourner un territoire qui est en grande majorité détruit, il faut le dire aussi, et où la population a été radicalisée pendant des années et des années en vase clos. Enfin, c'est très compliqué à gérer ça. Alors oui, pourquoi pas la Turquie? Faut quand même pas oublier que les Turcs ne parlent pas arabe, donc la communication avec la population locale ne va pas être simple. Mais éventuellement, clairement, si un pays de la région a une tradition administrative d'organisation, etc. forte, la Turquie peut en faire partie. En effet, malgré toutes les réserves qu'on peut avoir sur Erdogan. Une dernière question, elle concerne plus Israël. Si vous aviez, on va dire, des conseils à donner au Premier ministre israélien concernant justement qu'est-ce qu'il doit faire, est-ce qu'il doit avoir plus d'ingérence dans la bande de Gaza ou peut-être la vraie position, c'est d'attendre de voir ce qui se passe puisque visiblement, comme on a compris d'après vos propos, pour le moment, il risque de pas se passer grand-chose. Compliqué de donner ce genre de conseils. Parce que connaissant la gouvernance israélienne depuis quelques années, l'attentisme ne semble pas être leur spécialité. Or, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, bêtement. Hein, je pense que c'est ce qu'il faudrait faire, ne serait-ce que pour constater, que pas grand-chose ne se passe, mais que dans ce pas grand-chose, il y a peut-être des choses qui vont émerger. À un moment, une nouvelle fois, la gouvernance de Gaza sera une cote mal taillée. L'opinion publique israélienne aura du mal à l'accepter, Netanyahou aura du mal à l'accepter, mais à un moment, il y a quand même 2 millions de personnes qui vivent dans cette enclave, qui est moins une enclave maintenant avec l'ouverture du passage, mais il va bien falloir en faire quelque chose, et ça va pas être simple. Je vois exactement comment pourrait réagir le gouvernement. Moi, je ne saurais que lui conseiller une solution, enfin une position d'attente. On protège bien, on fait attention qu'il y ait pas de risque sécuritaire, évidemment, mais on ne se précipite pas à la première alerte. Et souvent, c'est horrible ce que je vais dire, hein, mais en ne faisant rien et en laissant la nature faire les choses, il se passe des choses qui sont pas forcément si désagréables que ça. N'oublions pas une nouvelle fois que le Hamas n'a plus beaucoup d'armes et de possibilités de faire grand-chose, donc il contrôle beaucoup les esprits, certes, mais à un moment, les gens en ont assez aussi. J'imagine que le Gazaoui moyen doit en avoir un tout petit peu assez et doit à un moment considérer que certes Israël est très méchant, etc., mais que ceux qui les gouvernent depuis des années et des années ont une très grosse responsabilité là-dedans, et que donc s'il y avait une cote mal taillée qui était créée et qui pouvait leur permettre de donner un certain espoir de sortir de ça, ils pourraient tout à fait l'accepter. Et ça va être compliqué. C'est exactement comme comme la question syrienne d'ailleurs. C'est exactement comme plein de questions. C'est-à-dire que oui, ceux qui viendront ensuite ne seront pas des enfants de cœur. On parle de la bande de Gaza. Donc oui, effectivement, on va pas créer un État stable et une démocratie libérale occidentale qui va d'un seul coup se dire que son voisin de l'Est est fort sympathique. Ça n'existe pas, ça ne se passera pas comme ça. Et il va falloir l'accepter. C'est exactement comme la même chose qu'avec la Syrie. C'est-à-dire que voilà, le nouveau président, bah oui, c'est un ancien djihadiste, il est pas forcément très sympa. Il est pas, ça devient pas un amoureux d'Israël du jour au lendemain. Eh ben, il faut faire avec. C'est toujours moins dangereux que celui d'avant et c'est toujours moins dangereux, voilà. Hélas, mais en ce moment, la culture politique israélienne, depuis des années, est un tout petit peu hystérisée. Pardonnez-moi, attention, je ne suis pas israélien et je prends un peu du recul, mais et parfois donne lieu à des débats qui montent parfois un petit peu haut. Et c'est plutôt justement de modération et d'attentisme et d'acceptation de cotes mal taillées que le salut pourrait venir.
Et là, je ne connais pas du tout le degré de maturité, ou en tout cas je le devine, de la coalition actuelle à ce sujet. En tout cas, merci pour ces explications et pour cette analyse. Merci beaucoup, Arnaud Ascheret, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Et on ouvre cette revue de la presse avec l'Iran. Selon la presse israélienne, une intervention militaire américaine serait désormais inévitable. D'après le Israël Hayom, à Washington comme à Jérusalem, on estime que Téhéran ne pourra pas répondre aux exigences posées par le président Donald Trump, notamment sur le nucléaire, les missiles et le soutien aux groupes armés. Et donc, l'idée d'une action militaire contre l'Iran est désormais jugée inévitable. Sur le terrain, la tension monte. Un drone iranien a été intercepté près du porte-avions Abraham Lincoln et des vedettes iraniennes ont tenté d'intercepter un pétrolier américain. Enfin, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a rencontré hier longuement l'émissaire américain Witkoff. Il a mis en garde Washington contre toute confiance accordée à l'Iran. Et ce matin, la presse évoque aussi la bataille juridique autour de l'implication de la procureure générale, implication qui se poursuit. C'est le titre aussi principal du Yediot Ahronot ce matin. Même si l'enquête a établi que Galia Baharav Miara n'était pas impliqué dans la fuite de la vidéo du centre de détention de Sde-Teman, le chef de la police, Dani Levy, a choisi de ne pas lui transmettre le dossier. Les éléments ont été envoyés à la conseillère juridique du ministère de la Justice, chargée de trancher sur un éventuel conflit d'intérêts. Une décision qui ravive de fortes tensions juridiques et politiques, car la loi prévoit normalement la transmission directe au parquet compétent. Pour la presse israélienne, cette affaire est loin d'être terminée et pourrait une nouvelle fois se retrouver devant la Cour suprême. Et tous les quotidiens reviennent aussi sur une affaire gênante, particulièrement gênante pour le chef des services de renseignement. Et c'est le Maariv qui nous explique que le frère du chef du Shin Bet, Betzalel Zini, est soupçonné d'être impliqué dans une affaire de contrebande vers la bande de Gaza. Selon les premiers éléments de l'enquête, il aurait participé à l'acheminement illégal de marchandises interdites, notamment de cigarettes, en exploitant des failles dans les dispositifs de contrôle et de passage. La justice a prolongé sa détention et une incubation pourrait intervenir dans les prochains jours. Les autorités insistent toutefois sur un point, le chef du Shin Bet n'est en rien impliqué dans cette affaire. Et l'enquête est menée de façon indépendante afin d'éviter tout soupçon de conflit d'intérêts. Tsahal va créer aussi une commission de rabbins et de dirigeants chargés de surveiller l'application des règles religieuses pour les soldats ultra-orthodoxes qui servent dans l'armée. C'est la chaîne E24 News en hébreu qui révèle que cette instance rattachée à l'inspection de l'armée doit répondre aux questions de la communauté harédite sur le maintien d'un mode de vie religieux tout en étant sous les drapeaux. La mesure s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle directive militaire qui encadre le service des jeunes religieux avec des adaptations spécifiques pour la prière, la cacheroute et l'organisation des unités. L'objectif affiché est de renforcer l'équilibre entre service militaire et observance religieuse tout en assurant un suivi rigoureux de ces engagements. Puis une affaire diplomatique embarrassante, le consulat français à Jérusalem serait impliqué dans le transfert d'argent qatari. Selon le Ynet, l'hôpital chrétien de Jérusalem reçoit depuis plusieurs années déjà des financements importants en provenance du Qatar sans être soumis au contrôle habituel des autorités israéliennes. Et d'après l'enquête, l'hôpital a fermé sa structure juridique israélienne en 2020. Depuis, les fonds étrangers ne passent plus par le registre israélien des associations, mais par des canaux diplomatiques et bancaires extérieurs, notamment via le consulat de France à Jérusalem et une banque palestinienne à Abu Dis. Cette situation soulève de nombreuses interrogations, notamment sur la transparence des flux financiers à Jérusalem et sur l'influence du Qatar dans des institutions sensibles de la ville. La presse israélienne s'intéresse aussi ce matin à un tournant diplomatique très important en Amérique latine.
Selon la chaîne de télévision N12, Israël profite d'un véritable glissement politique à droite dans plusieurs pays du continent, avec un net rapprochement des gouvernements qui sont favorables à Jérusalem. Des États comme la Bolivie, le Honduras, l'Argentine ont récemment renforcé leurs liens avec Israël sur fond de coopération diplomatique, sécuritaire et technologique. Au ministère des Affaires étrangères, on parle d'un moment opportun à saisir, notamment face à une présence iranienne dans la région. Une dynamique positive, même si des pays clés comme le Brésil, la Colombie restent pour l'instant en retrait. Et nous terminons cette revue de la presse par une avancée médicale porteuse d'espoir pour les malades du cancer. Et c'est le Yediot Ahronot qui rapporte ce matin un témoignage. Le témoignage d'Ori Bendov, atteint d'un cancer du poumon, dont la vie a été prolongée contre toute attente grâce à un traitement d'humothérapie. En 10 ans, ces traitements ont profondément changé la prise en charge de certains cancers en aidant le système immunitaire à attaquer directement la tumeur. Et selon le professeur Nirfeld, qui s'exprime ce matin dans les colonnes du Yediot Ahronot, il explique qu'aujourd'hui, des patients qui n'avaient autrefois que quelques mois à vivre peuvent désormais guérir, y compris à des stades avancés de la maladie. Une révolution médicale saluée à l'occasion de la journée internationale et un message d'espoir fondé sur la recherche, l'innovation et la médecine israélienne de pointe. Le député Yossi Taïeb a publié une lettre de soutien à deux franco-israéliennes, Nili Naouri et Rachel Twitou, qui sont sous le coup d'un mandat d'amener par la justice française. Elles sont accusées d'être complices de génocide. Et pour en parler, justement, nous sommes avec le député Yossi Taïeb. Yossi, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Olivier. Alors d'abord, Yossi, comment apprenez-vous cette nouvelle, cette information concernant Nili Naouri et Rachel Twitou, donc qui sont sous le coup d'un mandat d'amener, peut-être qu'il faudrait faire la différence d'ailleurs entre un mandat d'arrêt et un mandat d'amener de la justice française. Tout d'abord, je vois ça sur les réseaux sociaux et puis mon porte-parole qui vient m'annoncer ces publications. Il faut comprendre que ce que nous voyons avec cette demande d'amener, et vous avez bien fait de faire la différence avec un mandat d'arrêt, c'est un peu différent, qui a été porté notamment donc à maître Nili Naouri et à madame Twitou. On ne parle pas d'une démarche juridique neutre, qui pourrait paraître neutre. À mes yeux, c'est une instrumentalisation du droit international à des fins malheureusement politiques. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et pas dans une recherche sincère de justice. Je pense que lorsqu'on transforme justement des procédures juridiques en armes politiques, on affaiblit le droit international au lieu de le renforcer. Et malheureusement, on a comme l'impression que ce droit devient maintenant, encore une fois, un outil militant. Et malheureusement, lorsqu'on fait ça, le droit cesse d'être crédible, en tout cas à mes yeux. Il ne faut pas oublier, surtout ma réaction a été autour de ce récit mensonger d'un prétendu génocide qui ne résiste ni aux faits ni au droit. C'est des accusations mensongères. Il faut comprendre que, à mes yeux, Olivier, le mot génocide qui a été utilisé ces 2 dernières années de manière abusive et irresponsable, malheureusement aussi par des députés et par des hommes politiques. Je pense que dans aucune démocratie qui se bat contre le terrorisme, ni la France, ni les États-Unis, ni les pays d'Europe n'auraient été jugés de la même manière qu'Israël est jugé lorsqu'elle défend ses citoyens. Israël, il faut pas oublier, est un État de droit avec une justice, je dirais, indépendante. Et ceux qui, malheureusement, cherchent à contourner cette réalité par des mandats que j'appellerais des mandats symboliques, ils cherchent surtout
à délégitimer Israël, et c'est justement la réaction pour laquelle j'ai agi, j'ai sorti cette lettre. La justice ne doit pas être prise en otage par l'idéologie, et sortir des mandats d'amener et accuser de franco-israélienne n'est pas prouvé, hein, encore une fois. Et ce qui me dérange surtout, c'est ces mandats d'amener peuvent engendrer une boule de neige Ouais. qui amènerait à des mandats d'amener ou voire des mandats d'arrêt envers des soldats franco-israéliens qui ont servi Israël pour défendre les citoyens israéliens. Alors, Et je on va pense en que reparler parce que c'est un le sujet. droit international, Olivier, il mérite mieux que l'activisme politique. Et c'est justement la raison pour laquelle j'ai réagi à ces mandats d'année. Alors, on va en reparler parce que c'est un sujet important. C'est cette condamnation, enfin, en tout cas, cette décision de la justice qui pourrait avoir des conséquences sur non seulement, bien sûr, ces deux francophones, Nili et Rachel Twitou, mais aussi sur des soldats israéliens. On va en reparler. D'un point de vue, alors, vous avez parlé que c'était une histoire aussi juridique, mais aussi politique. Alors peut-être qu'au niveau juridique, les avocats de Nili et de Rachel vont s'en occuper. Est-ce que vous avez, à part cette lettre que vous avez publiée immédiatement, est-ce que vous avez l'intention d'agir aussi, peut-être au niveau politique? Vous êtes, je le rappelle, le président du comité Israël-France à la Knesset. Est-ce que vous avez pris déjà des contacts peut-être avec des députés français justement dans ce Ben, sens? j'ai justement, Olivier, j'ai justement rendez-vous dans 2 petites heures avec, avec, avec la députée Constante Le Grip, qui est présidente du groupe d'amitié France-Israël. Et bien entendu, je souhaite élever ce sujet au sein de Madame Constante Le Grip, et aussi en face d'autres députés qui feront partie de ce Zoom à 6 heures heure israélienne, justement pour bien expliquer euh, non pas la peur, et je pense pas qu'on parle d'un aveu de culpabilité, Hmm. mais et il est clair qu'il n'y a ni preuve ni procédure sérieuse autour de ça. Mais je pense que la France défend l'état de droit et pas l'activisme juridique. Et je pense que, encore une fois, je vais être très clair en face de mes collègues, et bien leur faire passer le message que exécuter ce mandat par la France serait à mes yeux une erreur. Bien entendu, Israël ne refuse pas la justice, mais Israël refuse sa politisation. Et je pense que lorsque on voit les tweets qui ont été mis et les publications, euh, on- 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 enfin, ça paraît comme s'il y avait déjà une conclusion et que Ouais. la conclusion était déjà écrite d'avance. Ça, c'est plus de la justice, malheureusement. Et en parallèle, bien entendu, je vais être très clair en face du groupe d'amitié. Israël ne nie pas la souffrance des civils palestiniens, mais je pense que pas toute souffrance civile est tragédique. Mais par contre, le Hamas, lui, oui, porte une lourde responsabilité lorsqu'il utilise les civils, ses propres citoyens, comme bouclier humain. Et ça, c'est important de faire passer ce message au groupe d'amitié. Malheureusement, ces 2 dernières années, beaucoup de personnes parlent de génocide, mais le droit, il faut pas oublier, Olivier, et c'est exactement le message que je vais leur faire passer. Le droit ne se décide pas ni à la radio, ni sur les réseaux sociaux. Et je pense que lorsqu'on utilise le terme génocide de façon aussi abusive, eh ben, on crée justement ces malentendus. Il est important aussi, à mes yeux, de faire comprendre aux députés à l'Assemblée nationale qui vont être dans ce Zoom que Israël ne s'isole pas, mais Israël va faire face à ces mensonges. Israël doit se défendre, comme toute démocratie d'ailleurs. Je pense que c'est mon rôle en tant que président du groupe d'amitié. Va être dans ce Zoom aussi la coprésidente
Madame Karine El Ahrar du parti Yesh Atid. J'ai eu déjà des discussions à ce sujet avec elle et on est bien entendu main dans la main autour de ça pour bien expliquer au groupe d'amitié qu'Israël se tiendra droit debout et se mènera une vraie guerre en face de cette médiatisation et ces mensonges qu'essayent de faire passer ces gens comme si Israël commettait un génocide, une chose qui n'existe pas. Dernière question, et aussi elle concerne les soldats, comme on en parlait, ces soldats qui risquent d'être le coup, eux aussi, des soldats qui ont participé à la défense de l'État d'Israël depuis le 7 octobre, ces soldats qui sont franco-israéliens et qui risquent d'être sous le coup, d'être arrêtés peut-être en cas où ils rentreraient en France. Est-ce que c'est une inquiétude que vous avez, que vous allez partager aussi peut-être avec les députés français? Tout à fait, comme je vous ai dit au départ de notre interview, c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé cette lettre. Je pense que, encore une fois, on a des faits, les faits sont établis, Israël n'a rien à cacher, Israël c'est une démocratie avec une justice indépendante. Et je pense que lorsque il n'y a pas de procédure sérieuse ici, en tout cas à mes yeux, on parle juste d'une accusation politique déguisée en démarche juridique. Et je ferai passer, encore une fois, bien, d'une manière très claire, mon message aux députés de l'Assemblée nationale et au groupe d'amitié France-Israël, et à sa tête, la députée Constance Le Grip. Et aussi, Taïeb, député Chasse, merci d'avoir été avec nous et merci pour ces explications. Merci à vous, Olivier. La dette de Donald Trump envers le peuple iranien est lourde, très lourde même. Si sa façon de parler à tort et à travers fait généralement lever les sourcils et au pire trembler les bourses mondiales, en Iran, les conséquences ont été autrement plus tragiques. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Le président américain porte une part de responsabilité dans le nombre inconcevable de manifestants tués par le régime. Galvanisés par les appels de l'homme le plus puissant du monde qui leur disait de prendre les institutions, leur promettant que l'aide était en route, même les plus réticents sont sortis ces fameuses nuits du 8 et du 9 janvier pour aller faire entendre leur désespoir. Nous étions dehors, les yeux scrutant constamment le ciel en espérant que les avions américains finiraient par apparaître, racontait un manifestant. La suite dramatique est connue. Aucun avion américain n'a fendu le ciel iranien ces soirs-là et la répression s'est muée en massacre, faisant des milliers, voire des dizaines de milliers de victimes. On parle de 30 000 morts, 60 000 peut-être, des chiffres vertigineux. Il faut remonter à la Shoah et au massacre de Babi Yar pour trouver un tel nombre de gens assassinés en 2 jours. La centaine de milliers de blessés ont pour la plupart été visés dans les yeux, les parties génitales ou le dos, avec un objectif, causer des handicaps qui leur rappelleront à chaque instant le prix de la rébellion. Alors bien sûr, Trump n'est pas celui qui a tiré sur les manifestants. Il n'empêche que sa part indéniable de responsabilité l'oblige encore plus à prendre aujourd'hui les bonnes décisions. Dans un monde idéal, on trouverait une coalition internationale pour aller frapper l'Iran, composée des dizaines de pays sur les 5 continents dont la souveraineté a été violée par les attentats meurtriers perpétrés sur leur sol par la République islamique au fil des ans. Mais le monde n'est pas idéal, loin s'en faut, et il faut bien se résoudre à ce constat. Les Iraniens massacrés, tout le monde s'en moque, ou presque. Les manifestations de protestation sont rares et rassemblent essentiellement les Iraniens de la diaspora. Pas de coalition internationale donc. Les États-Unis sont appelés une fois de plus à s'affirmer comme la tête de proue du monde libre en s'assurant que les mollahs soient mis hors de nuire. Le monde en deviendra automatiquement un endroit beaucoup plus sûr. Et qu'on ne nous parle pas de négociations. Ces milliers d'Iraniens seraient donc morts pour consolider le régime? Vraiment? Allons, soyons sérieux. Les mollahs mentent comme ils respirent, assujettis à une idéologie mortifère qui légitime la pire violence et même le chaos pour parvenir à ses fins. Une idéologie messianique, apocalyptique qui prône la confrontation avec les forces du mal incarnées par les États-Unis et Israël selon eux, pour apporter la rédemption au monde. Et si cela implique d'utiliser l'arme atomique, à la bonne heure. Les négociations avec ces fous de Dieu ne valent rien. Sitôt un accord signé, ils guetteront le moment où l'Occident regarde ailleurs pour reprendre l'enrichissement d'uranium.
Je veux croire que Trump n'est pas si naïf et que lui qui a si bien agi fait preuve de tant de lucidité pour libérer nos otages est en train de bluffer, le temps de rassembler l'arsenal nécessaire pour frapper le régime iranien. Je veux croire aussi que le silence absolu de Netanyahou sur le crime contre l'humanité commis par la République islamique relève lui aussi d'un calcul stratégique. Depuis 2019, le Premier ministre israélien s'est adressé régulièrement aux Iraniens pour leur exprimer sa solidarité. Il a d'ailleurs été le seul dirigeant du monde à le faire. Pour cela, il est particulièrement populaire parmi les Iraniens, au point que beaucoup l'appellent Tonton Bibi et lui dédient des chansons. Nous, Israéliens, sommes prêts pour les frappes contre Ali Khamenei et sa clique de fanatiques qui prient 5 fois par jour pour notre disparition. En témoignent les nombreuses vidéos qui circulent d'Israéliens se disant déterminés à rester le temps qu'il faudra dans les abris antimissiles, pourvu que le monde soit débarrassé du régime iranien. Ils parlent en connaissance de cause. Personne ici n'a oublié la trentaine de morts causées par les attaques iraniennes de juin dernier, les milliers de blessés et les innombrables dégâts matériels. La confrontation sera dure, très dure et sans doute longue aussi. Mais les peuples iraniens et israéliens et le monde tout entier méritent un avenir meilleur, débarrassé une fois pour toutes de ce régime terroriste. Fait sans précédent, les planètes sont parfaitement alignées. L'Iran est plus affaibli que jamais, le peuple ne veut plus de ses dirigeants et les électeurs de Trump, ceux-là même qui voteront pour les midterms dans quelques mois, sont très majoritairement favorables à des frappes. L'heure de vérité a sonné. Plus que jamais, nous devons être du bon côté de l'histoire.